un des points de douleur, ou en tout cas quelque chose que j'ai remarqué dans l'accompagnement des femmes que j'accompagne, que j'appelle des femmes pionnières, parce que je pense qu'on est des pionnières dans l'entrepreneuriat et dans l'accès à des postes à haut niveau. Donc on en parlera un petit peu plus et je voudrais partager ça avec vous. Aujourd'hui, la thématique, bah, c'est une thématique qui nous touche quand même toutes, du syndrome de la bonne élève à la femme souveraine. Donc je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez eu dans votre vie au moins une fois ce sentiment que finalement être la bonne élève ou être, comme on dit en anglais, good girl, finalement, ça vous a desservi plutôt que ça vous a servi et que, bah, à certains moments, vous auriez préféré vous libérer de tout ça. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir. On va voir pourquoi est-ce que on arrive avec ce conditionnement, qu'est-ce qui nous empêche de faire et qu'est-ce qui est à notre service et qu'est-ce qui n'est pas à notre service en tant que femme entrepreneur. Déjà, où est-ce qu'on en est? Parce que souvent, quand je dis on est des pionnières, les femmes me disent: oh, bah bon, est-ce qu'on est vraiment des pionnières? Finalement, moi, ma mère, elle avait une boutique ou ma grand-mère, elle travaillait avec mon grand-père en tant que pharmacienne, etc., etc. Ok, sauf que les générations précédentes, nos grands-mères et nos arrière-grand-mères, elle ne levait pas des millions d'euros ou des millions de dollars en tant que start-upeuse. Ça n'existait pas. C'était souvent des femmes qui travaillaient dans l'arrière-boutique. Elles n'étaient pas forcément dans la première ligne. Et puis, en fait, quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a plein de statistiques. Là, j'en ai mis trois, mais je suis sûre que vous en connaissez plein. Euh, le sentiment d'illégitimité, on le retrouve énormément chez les femmes. Et bien sûr, ça nous freine parce que il faut qu'on prouve deux fois plus. Il faut qu'on se forme deux fois plus. Il faut qu'on travaille deux fois plus. Tout ça parce que, en fait, on ne se sent pas légitime. Et pourtant, en général, quand on compare le niveau de compétence, ben, les femmes ont un meilleur niveau de compétence. Vous connaissez tout à fait, je pense, cette statistique. Alors, je ne l'ai pas marquée parce que je ne la connais pas par cœur, mais pour postuler à un poste, sur le même poste, les femmes, elles vont avoir besoin d'être sûres qu'elles ont 100% des compétences, alors qu'un homme, il a 50% des compétences, il postule. Et il y va comme ça. Alors que finalement, les femmes, il va falloir qu'elles cochent toutes les cases pour oser aller sur le poste. Et bien sûr, ça nous dessert. D'un point de vue entrepreneurial, c'est 30 ou 40% de sous-facturation parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a l'impression qu'on est tout le temps trop cher. Euh, donc, donc ça, c'est aussi un frein pour nous. Et puis, une autre statistique qui est importante, c'est qu'on est deux fois plus exposé au burn-out parce qu'en fait, on surperforme. Parce que pour pouvoir finalement être au niveau, encore une fois, qu'on pense être celui qui est nécessaire, euh, finalement, on va payer le prix fort de ça puisqu'on va travailler deux fois plus ou aller deux fois plus loin. C'est en partant de ces postulats-là que je vais essayer de détricoter en fait cette histoire pour comprendre d'où ça vient. Alors pourquoi moi je fais ça et pourquoi moi j'en parle? Eh bien tout simplement parce que moi j'ai été dans cette situation-là. Pendant 15 ans, j'ai été en effet chef d'entreprise en France, en Tunisie et au UK. Alors j'ai voyagé dans plein d'autres pays, comme disait Marie, mais j'ai eu des entreprises que j'ai créées dans ces trois pays-là. Et puis, mes 5 dernières années, j'étais au comité de direction d'une filiale du Crédit Agricole et juste avant, dans le groupe L'Oréal, en effet, à l'innovation et à la transformation. Et puis, bah, j'ai pu vivre le fait que c'est difficile d'être une femme dans l'entrepreneuriat et c'est difficile d'être une femme dans un comité de direction, surtout quand on n'est que deux. Et en plus dans un milieu bancaire qui n'est pas, enfin qui est connu pour être quand même pas des plus, on va dire, pas des plus modernes sur tous ces sujets. Euh,
Justement, dans ces 5 dernières années, je m'étais formée au coaching pour devenir un meilleur manager parce que tout d'un coup, j'avais été propulsée avec 250 personnes dans mes équipes sans être formée. Et bien sûr, c'était très difficile pour moi. Donc, je m'étais formée moi-même. Et finalement, le fait de m'être formée et de mettre, ça a été 18 mois de formation de coach. Finalement, ça a créé encore plus de différences de valeurs et ce qui m'a décidé à me mettre à mon compte et à créer Les Pionnières, qui est tout un écosystème dont on parlera à la fin. Cette conférence, elle est designée en 4 étapes. La première, c'est déjà de comprendre d'où ça vient. Et dans tout ça, il n'y a surtout pas de jugement. C'est-à-dire que on va probablement, et j'espère que ça sera, c'est là pour ça, pour vous aussi, hein, mettre le doigt sur des choses qui font pas forcément très plaisir, ni ça va remonter peut-être des souvenirs qui sont un peu douloureux, mais c'est important de les poser sans jugement et avec beaucoup de compassion pour soi. La base de tout ça, c'est quand même de se dire que quel que soit le chemin qu'on a eu, on est là où on est grâce à ce chemin et grâce à tous ces conditionnements, justement. Donc, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La deuxième chose, c'est de comprendre les effets directs et indirects de ces comportements. La troisième, c'est de se dire, OK, il y a peut-être d'autres outils qui vont me permettre de revenir dans ma souveraineté, c'est-à-dire d'être aligné avec ce que je suis, avec la façon dont je suis câblée, avec ce que je peux apporter au monde, en dehors de tous les conditionnements qu'il y a eu, et comment je peux faire pour y arriver, euh, on va dire, de façon consistante et sans forcément tout plaquer et faire plein des énormes vagues. Et une fois que on est dans cet alignement-là, qu'est-ce qui devient possible? Donc, on va faire, voilà, c'est tout ce cheminement que je vous propose de faire, on va dire, dans les 45 prochaines minutes. Est-ce que ça vous va? OK. Surtout, n'hésitez pas à écrire dans le chat les questions ou si, enfin, vraiment, j'espère que qu'on pourra rendre ça un petit peu interactif aussi. Alors, déjà, j'ai une question pour vous. J'aimerais bien que vous me donniez le nom d'une good girl qui a changé le monde. Ben, en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que le rôle d'une good girl, c'est de maintenir un système tel qu'il est. C'est de ne pas faire de vagues. Or, la transformation, obligatoirement, c'est une vague. Enfin, dans la transformation, il y a un avant, un après. Obligatoirement, ça va déranger. Ça va secouer le système. Donc, en fait, on peut pas en même temps changer le monde et être une good girl. Et pourtant, dans notre éducation, et là je parle de notre éducation récente, et même de l'éducation, je vois bien qu'on a donné à nos enfants, hein, et ça c'est presque, enfin, c'était beaucoup plus fort chez les femmes, mais dans les dernières années, je trouve que sur l'éducation, finalement, c'est beaucoup moins genré. Néanmoins, on voit bien que rentre dans un cadre, qui rentre dans un système, etc., etc. Donc en fait, on a et nous, on nous a appris à être adaptable, poli, euh, arrangeante, à jamais faire trop, à non plus jamais faire pas assez, d'accord? Et vous voyez bien que tout ça, finalement, euh, il y a du positif et il y a du négatif. C'est pour ça que je vous disais qu'on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Heureusement qu'on nous a appris à être poli. Ça nous sert à vivre en société. Néanmoins, le problème du syndrome de la bonne élève ou de la good girl, c'est qu'en fait, on va s'effacer.
D'accord? Et donc déjà, on va mettre ce point comme un conditionnement et on se dit, voilà, ça nous a appris à être une très très bonne stratège, à naviguer des situations, à pas faire de vagues, à faire en sorte que, bon, euh, quand c'est électrique, on sait comment faire pour passer sous la vague. Le problème, bah, c'est que si on reste là-dedans, on n'arrivera pas à aller jusqu'où on veut aller, en tout cas. Et on va regarder ça. Alors, il y a 5 figures en gros euh, qui représentent cette bonne élève, on va dire. Parce que, encore une fois, là, on a dépeint la bonne élève. Finalement, le conditionnement dans les 50 dernières années, il a évolué. Il a évolué parce qu'on est passé de la good girl à la femme indépendante. Alors, la femme indépendante, elle gère tout. Surtout, elle demande rien à personne. Elle prouve qu'elle peut tout faire, qu'elle est forte. Tout le monde l'admire parce qu'elle est hyper indépendante, hyper forte, elle fait tout toute seule. Et ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'elle s'épuise. D'accord? Donc, en fait, avant, on se sacrifiait pour être reconnu, pour être aimé. Et aujourd'hui, ben, en fait, on s'épuise pour être libre. Donc, vous voyez qu'avec ces conditionnements, on part quand même avec un petit bagage. Alors, sur ces 5 figures, évidemment, il y a la perfectionniste, l'effacée, l'hyper compétente, la loyable coupable, bon, euh, et l'invisible volontaire. Alors, est-ce qu'il y a des un ou plusieurs figures dans lesquelles vous vous reconnaissez? Et si oui, écrivez-le dans le chat. Parce que, en effet, on peut en fait être plus d'une figure. Et donc, je vous invite à écrire tout ça dans le chat. Alors, évidemment, je ne sais pas si vous connaissez les drivers, mais ça va évidemment être lié avec des drivers comme soit fort, soit gentil, fais des efforts, soit parfait, etc., etc. On va les retrouver ici, hein. Mais ce que je veux vraiment vous faire ressentir, c'est cette tension entre, on passe de finalement la bonne élève à l'indépendante. Et en fait, ni l'un ni l'autre ne nous sert. Et en même temps, il y a plein de choses très bien à l'intérieur. D'accord? C'est vraiment ça ce que je veux vous faire sentir. Pour aller un peu plus loin dans ce que je voudrais que vous ressentiez, on va faire un premier exercice. Je vais mettre une piste de musique pour que le temps soit timé. Donc, on va être à peu près sur 3 minutes, je pense. Et je vous propose de réfléchir euh, à ce- au moment et surtout au contexte dans lequel vous étiez justement la bonne élève. Pourquoi je vous demande ça? C'est qu'on n'a pas du tout les mêmes choses qui nous activent. Pour certaines, ça peut être sa famille un petit moment pour répondre à ces 3 questions. Dans quel domaine est-ce que finalement vous reconnaissez que vous attendez une permission, en général extérieure, hein, mais ça peut être une fausse permission, ça peut aussi être de l'intérieur. La deuxième question, c'est bah, finalement quelle décision vous différez parce que vous vous sentez pas encore assez prête. Et la troisième question, c'est qui est la figure d'autorité qu'il y a derrière tout ça? C'est-à-dire à qui est-ce que vous essayez de prouver que vous méritez votre place? Alors vous allez me dire à moi.
en général, derrière, il y a une figure d'autorité. Encore une fois, le but, on n'est pas dans, enfin, c'est pas, on est là pour explorer et puis pour que ça serve pour que ces 45 minutes vous apportent vraiment quelque chose. On n'est pas ni là pour juger, ni là pour se faire du mal, ni pour ouvrir une énorme brèche dans vos traumas d'enfance. On est vraiment là pour regarder avec beaucoup de compassion ce qu'on vit, puisque si vous êtes là, c'est que le sujet vous interpelle en tout cas. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a cet espace finalement impossible entre être finalement être entre être trop sage et pas assez sage. Euh, Si on est trop ambitieuse, on est dérangeante. Si on n'est pas assez ambitieuse, on est invisible. Si on est trop douce, on va dire qu'on est faible. Si on est trop affirmée, on est agressive. Donc en fait, il y a toujours les femmes sont toujours entre deux. Elles sont soit compressées, soit trop quelque part tiraillées. D'accord? En gros, quoi que vous fassiez, vous êtes toujours trop ou pas assez. Qui est-ce qui a ressenti ça déjà dans sa carrière qu'on lui disait qu'elle était trop ou qu'elle n'était pas assez? D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on porte en nous, c'est-à-dire que évidemment que les gens vont penser ça de nous, parce que déjà nous, en fait, on est dans cette réalité. On croit ça. Donc énergétiquement, on rayonne ça. Donc on va provoquer la réaction chez l'autre. D'accord? Parce que finalement, le vrai problème, il n'est pas que, il est, encore une fois, il n'est pas que intellectuel. Il est dans ce qu'on rayonne. D'accord? On va pas réussir à parler librement, par exemple. Notre corps va se sentir oppressé. Notre corps va se sentir tiraillé. Et si notre corps ressent ça, encore une fois, l'énergie qu'on rayonne et on est des êtres électromagnétiques, hein, vous êtes bien d'accord avec moi que quand quelqu'un rentre dans une salle de réunion, on ressent quelque chose, on sait, on connaît son mood, d'accord? Eh bien, c'est un peu la même chose là. Là, les gens vont ressentir que bah, tout d'un coup, vous parlez plus librement, vous n'arrivez pas à décider, vous n'allez pas demander clairement parce que votre corps va être compressé ou tiraillé. Vous êtes dans le trop, dans le pas assez ou faire le yo-yo, d'accord? Et là, vous pouvez pas être dans votre puissance, c'est pas possible. Euh, Ça veut dire quoi dans le business? Parce que vous êtes toutes des entrepreneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'osez pas vendre, vous n'osez pas demander, vous n'osez pas prendre votre place, vous hésitez. Excuse-moi, Et mais en en fait, fait, excuse-moi de te couper. Il y a des entrepreneurs, mais il n'y a pas que des entrepreneuses. Il y a d'accord. des femmes. C'est juste. Merci Marie. Mais quand c'est la même chose quand je parle, vous n'osez pas vous vendre, vous n'osez pas demander une augmentation. D'accord? En fait, on va pas oser se mettre en avant ou parce qu'on va justement penser que c'est se mettre en avant par rapport à d'autres. Et du coup, ça a comme effet, soit je cache l'autre, soit je n'ose pas, soit je n'ai pas la légitimité, etc., etc. Donc, quand on reste dans ce syndrome de, de the good girl. Et quand on reste dans cette tension, en fait, on abandonne, je l'ai dit tout à l'heure, entre 30 à 40% du financier pour les entrepreneurs. Mais j'ai pas les chiffres sur les augmentations de salaire, mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'égalité des salaires, on n'y est pas. Hein, d'accord? Deux fois autant d'énergie. Et on abandonne aussi de la visibilité. Alors, le pire dans tout ça, c'est que j'ai envie de dire ça n'arrive que, mais bon, aux femmes qui sont hyper compétentes. C'est encore plus vrai chez les femmes qui ont une énorme expertise, qui sont vraiment au top de ce qu'elles font, et c'est encore plus vrai. Et finalement, c'est ça qui est triste, d'accord? Mais j'ai envie de dire, bah, c'est pas complètement notre faute.
On n'a pas été entraîné pour être libre. D'accord? On a été entraîné pour être acceptable. On a été entraîné pour être forte. Et finalement, tant qu'on va jouer ce rôle, on peut bien sûr réussir, hein, on peut avoir des entreprises, etc. Mais on ne sera jamais à notre plein niveau. On ne sera jamais dans toute notre puissance. Est-ce que ça c'est clair pour vous et est-ce que vous le ressentez vraiment? Ouais. Alors, quand on comprend tout ça, eh ben on comprend aussi pourquoi notre génération de femmes sont des pionnières dans l'entrepreneuriat ou des pionnières à poste de direction. D'accord? Et c'est pour ça que moi j'ai voulu porter ça. J'ai voulu porter ça en allant chercher l'explication de tout ça. Et encore une fois, dans beaucoup de bienveillance. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on fait ce chemin. C'est aussi parce qu'on a été dans cette tension. D'accord? On est sorti du good girl pour aller vers la femme libre. Et puis finalement, bah, on est passé du sois gentil au sois fort. Et il faut qu'on trouve un équilibre avec tout ça. Et donc, en gros, on entreprend dans un monde qui a été créé par des hommes pour des hommes depuis des milliers d'années, et c'est OK, c'est normal. Et donc, nous, c'est le moment qu'on crée aussi la façon dont on veut travailler. Peut-être de façon plus cyclique, de façon plus en réseau, etc., etc. Mais pour moi, ce qui était important, c'était vraiment de comprendre, puis de régler le problème, puis d'imaginer quelque part un terrain de jeu qui serait à notre service. Alors, pourquoi je parle du human design? Le human design, c'est pas une science. Le human design, moi j'appelle ça une boussole. Comme disait tout à l'heure Marie, ah, ça ressemble à de l'astrologie. C'est normal, ça ressemble à de l'astrologie parce que le human design, c'est un mélange entre l'astrologie, les chakras et la médecine chinoise, puisqu'il y a les 64 énergies de la médecine chinoise. Pour être complètement honnête, moi je suis ingénieure. Si on m'avait expliqué comment ça a été créé, j'y serais pas allée. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis aussi, enfin j'ai été aussi pendant des années à des postes de direction et les DRH, ils adorent vous faire passer plein de tests. Et finalement, moi tous les tests MBTI, DISC, etc., etc., ou d'autres tests, j'y répondais de ma partie conditionnée. J'étais toujours une bête de course. Mais en fait, je me tirais une balle dans le pied en fait en faisant ça. Parce que je m'épuisais. L'avantage du human design, c'est qu'on ne peut pas tricher. On donne sa date de naissance et ça vous dit, bah voilà, vous êtes câblé pour faire ça et voilà le don que vous avez. Voilà ce que vous apportez au monde. Et c'est comme ça que je vais vous le présenter. Il y a énormément, si vous l'avez fait, vous avez vu qu'il y a énormément d'informations. Il y a un dessin avec un bonhomme, il y a des cases avec des couleurs, il y a des chiffres dans tous les sens. Là, on va regarder que deux infos. D'abord, le type. Euh, il y a 5 types de personnes. Alors, je vais tous les énoncer, mais je vais surtout donner leurs dons. Et il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que on a toujours l'impression que tout le monde est câblé comme nous. Eh bien, non. Les autres n'ont pas le don que vous avez. D'accord? Déjà, postulat de base qui est hyper important. Alors, d'ailleurs, il y a une mauvaise traduction, mais bon, le premier type, c'est les manifesteurs. Les manifesteurs, c'est 8 à 9% de la population. C'est ceux qui initient. Leur don, c'est de voir ce qui pourrait marcher dans l'avenir, alors que rien, je dis bien rien, ne pourrait faire penser que ça va arriver. Ils reçoivent une intuition. C'est par exemple l'énergie de Elon Musk quand il crée la Tesla, alors que on pense tous aucune personne pourrait rentrer sur le marché de la voiture, et encore moins de la voiture électrique, s'il n'est pas déjà un énorme industriel. Lui, il arrive de nulle part avec ses millions, clac, il crée la Tesla, un truc qui va marcher. C'est cette énergie-là.
Ce sont des personnes, il n'y a que 9% de la population. Ce sont des personnes qui ont énormément d'énergie au moment de la créativité, de la création. Mais après, cette énergie drop, enfin, descend. Et donc, ce sont pas des personnes qui auront de l'énergie dans la réalisation de ces idées. Ils vont agir sur impulsion. D'accord? Ce sont vraiment des initiatrices, initiateurs. La clé pour eux, c'est d'informer. Parce que faut pas oublier que 91% de la population ne voit absolument pas ce qu'ils voient. Donc 91% de la population va leur dire, oh, pff, alors là, ce truc, ça marchera jamais. D'accord? Donc s'ils n'informent pas, il y aura personne qui ira avec eux. Or, ils ont besoin des autres parce que, en fait, ils seront tous, d'abord, un, sinon ils seront tout seuls, et deux, ils n'auront pas l'énergie pour créer. Le type d'après, c'est des générateurs, et je vais parler des générateurs et des manifesting générateurs, qui sont les deux types après. C'est 70% de la population. Les générateurs et les manifesting générateurs, ce sont les fourmis ouvrières. 70% de la population a une énergie qu'elle peut mettre dans le travail. C'est une énergie durable. Euh, c'est une énergie durable, mais pas sur n'importe quoi. C'est une énergie durable sur ce qui les passionne. Donc, ça veut dire que ce sont des gens passionnés. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont dans la satisfaction du travail bien fait. Ça veut dire que, et le don de ces personnes-là, c'est de voir les opportunités et de créer les opportunités. Pour pouvoir créer et voir des opportunités, il faut être dans la vie. Il ne faut pas être enfermé dans son bureau. D'accord? Il faut vivre. Il faut. Alors, c'est quoi voir une opportunité ou créer une opportunité? C'est parler avec quelqu'un à midi, puis prendre sa voiture et puis entendre un truc à la radio et enfin arriver sur son ordinateur et recevoir un mail. Et là, on fait le lien entre tous ces trucs-là et on dit, clac, c'est ça qu'il va falloir faire. Tiens, il faut que je fasse ça. En général des réponses assez instantanées à ce qu'il va falloir créer. Ensuite, on continue notre chemin, hein. Donc là, vous voyez, il y a 9% de la population qui a eu une idée de génie sur un truc très loin, et les générateurs et les manifesting générateurs qui vont mettre leur énergie au service de quelque chose et ce sont aussi des créateurs, hein. Ce sont des créateurs d'opportunités. D'accord? Mais c'est des créateurs de choses qui sont beaucoup moins lointaines. C'est l'association de choses qui existent déjà. Les projecteurs, leur don, donc c'est 20% de la population, c'est de voir ce qu'il y a à améliorer dans des systèmes ou dans des personnes, mais en tout cas dans des systèmes existants. Donc c'est pour ça que je les mets dans cet ordre-là, parce qu'ils arrivent dans... Le projecteur, il peut rien projeter s'il n'y a rien qui existe. D'accord? Et ce qui est très important, c'est que, encore une fois, le projecteur qui va voir, ça va lui sauter aux yeux ce qu'il faut améliorer, ce qui ne marche pas, les autres ne voient pas. Les autres ne le savent pas. Donc, c'est extrêmement important dans sa stratégie. Ça veut dire qu'il doit être invité à partager sa parole et surtout être reconnu pour ce qu'il fait. Parce que vous avez tous travaillé sur des trucs, c'est hyper pénible d'avoir quelqu'un qui vous dit, ah ben non, mais il fallait faire ça. Et pourtant, pour le projecteur, ça vient d'une zone de bienveillance. Parce que c'est son don, il est là pour ça. Enfin, 1%, c'est des réflecteurs. Les réflecteurs, ce sont les sages. Ils sont là pour ressentir l'environnement et puis pour pouvoir faire un baromètre sur l'environnement. Donc ce sont souvent des gens qui sont plus à l'écart de la société parce que ce sont des éponges et du coup c'est très très compliqué pour ces personnes-là de garder bien leur énergie et aussi de garder bien leur souveraineté, c'est-à-dire qui ils sont, qui elles sont. Donc, c'est souvent des gens qui vivent un petit peu à l'écart, qui sont beaucoup dans la nature pour quelque part se nettoyer des énergies des autres, etc., etc. Alors, je suis un petit peu curieuse. Qui est ici, qui est manifesteur?
Personne. Qui est générateur? Un, 2, 3, 4. OK. Qui est manifesting générateur? Élodie. Et qui est projecteur? Marie. Et réflecteur, Marie et Pauline, vous êtes toutes les deux projectrices? D'accord? Et réflecteur, personne? Personne. Est-ce que vous êtes reconnus dans ce que j'ai dit? En fait, à partir du moment où vous savez que ce qui est votre don à vous, et surtout que les autres ne l'ont pas, ça change la vie. Pourquoi ça change la vie? Ben parce que, en fait, Marie et Pauline ne donnez pas de conseils aux gens si on vous a pas demandé. Parce que après, vous allez vous faire rembarrer et la blessure des projecteurs, c'est le rejet. D'accord? Par contre, et c'est pas facile comme stratégie dans la vie parce qu'il faut d'abord être reconnu pour ce que tous les projecteurs ne voient pas la même chose. D'accord? Vous avez vu votre profil, il y a plein d'autres choses. Donc, et c'est comme les générateurs et les manifesting générateurs. Heureusement, on n'est pas passionné par les mêmes choses. Euh, donc, on a tous évidemment toute une couleur, etc. Mais la façon de fonctionner et le don qu'on amène au monde, donc pour Marie et Pauline, c'est justement ce truc de se dire comment est-ce que je vais améliorer. Mais c'est aussi, si vous êtes capable là je vais vous donner une pépite, si vous êtes capable de voir ce qui a amélioré, vous êtes aussi capable de voir ce qui est génial. Et les gens adorent qu'on leur dise ce qui est génial. Donc démarrez par ça. Pour les générateurs et les manifesting générateurs, la clé, c'est de suivre vraiment votre passion. Et à un moment, quand la passion, elle tombe, bah, il est temps surtout pour les manifesting générateurs, d'aller vers quelque chose d'autre. Parce que la différence entre le générateur et le manifesting générateur, c'est que le générateur, il a l'énergie d'un paquebot. Il se passionne par quelque chose et il apprend tout sur ce sujet, il va devenir expert. Alors un paquebot, ça a plein d'étages, plein de machins, donc il y a beaucoup de sujets, mais en général, il y a un grand thème. Le manifesting générateur, c'est un multipassionné pour des choses complètement différentes. Et du coup, il peut changer, c'est plus l'énergie d'un jet ski. D'accord? Et c'est aussi ça qui va aussi donner ce goût un peu pour la créativité ou plus l'innovation. Donc, premier outil, connaître son human design. C'est un truc, c'est vraiment très potentialisant comme outil quand c'est bien utilisé, parce qu'on peut s'en servir comme une boussole et aller juste expliquer pour ce qu'on ressent. Euh, Avec le human design aussi, on peut savoir, donc j'ai parlé de la stratégie, mais on va aussi savoir comment on est câblé pour décider, comment on est câblé pour interagir avec les autres, comment on est câblé pour apprendre, comment on est câblé pour transmettre. Tout ça, c'est écrit. Il suffit de le lire. Et en général, quand on fait une lecture, les gens me disent, bah oui, bah ça je sais. Bah, évidemment, moi je ne fais que lire ce qu'ils sont. Mais le fait qu'on le dise, en fait, ça rassure et on sait qu'il faut il faut aller vers ça. D'accord? Parce que si on en est là où on en est, c'est qu'en fait, on s'est éloigné de qui on est. Et quand on revient à qui on est, ben, la vie est vachement plus simple, hein. Alors, il y a un deuxième endroit qui est important. Vous voyez dans votre charte, dans le bonhomme là, il y a un losange et à la droite du losange, un tout petit triangle. Alors, le losange, soit c'est colorié, soit c'est pas colorié. Alors, quand c'est colorié, on appelle ça défini. Quand c'est pas colorié, on appelle ça ouvert. D'accord? Le losange, en Human Design, il s'appelle le centre G. C'est l'identité, la direction, et c'est aussi comment on aime et comment on est aimé. Quand il est coloré, en gros, on a une direction dans la vie qui est assez stable. On sait à peu près qui on est et on sait où on va. En tout cas, on est câblé pour ça. Si c'est pas le cas, bah, ça peut être des moments de vie un peu compliqués ou ça peut être une éducation qui a détruit cette partie de nous, hein, d'accord? Mais on est câblé pour savoir où on va et pour savoir qui on est.
Quand il est ouvert, on est câblé pour être un caméléon. On est câblé pour s'adapter à l'environnement et quelque part à être peut-être même une personne différente suivant le contexte. On est câblé comme ça. Euh, donc, évidemment, quand on est câblé pour être un caméléon et qu'en plus on a cette éducation de s'adapter et de faire passer les besoins des autres avant soi, etc., on se perd encore plus vite. D'accord? Et donc ça, c'est une indication aussi pour savoir comment sortir de ce conditionnement. Parce qu'on ne va pas en sortir de la même façon. Et ça, on le lit dans la carte. La deuxième information qui est intéressante, c'est le petit triangle à droite. Parce que ça, ça s'appelle l'ego, c'est la volonté, la valeur. C'est aussi la matérialisation, donc c'est la valeur même vénale, hein. C'est qu'est-ce que je vaux? Combien je me vends? D'accord? Il n'y a que 17% de la population qui l'a colorié, ça, qui l'a défini. Quand c'est défini, on a une volonté stable. Et en gros, c'est un peu l'énergie du just do it. On a quelque chose à faire, clac, on le fait. On ne se pose pas 15 millions de questions. Et donc, le petit triangle, quand il n'est pas colorié, justement, eh bien, la volonté, elle est un peu fluctuante. On a beaucoup plus besoin de prouver sa valeur. Et du coup, ça va augmenter encore les personnes qui sont dans cette recherche de liberté. En fait, on va aller chercher sa liberté en prouvant, en forçant. D'accord? Et donc, là encore, euh, on va pas régler les problèmes de la même façon. C'est pour ça que j'ai mis ces deux choses en exergue, parce que c'est vraiment là où qu'on va regarder ce qui se passe et comment on est câblé pour vivre, enfin pour interagir. Parce que tout à l'heure, Marie a dit, ah super, Colline. En fait, aucun design n'est mieux qu'un autre. Leurs pépites, tous. Et ensuite, l'histoire de vie que vous allez avoir va plus ou moins faciliter certaines choses. D'accord? C'est ça qui est sympa, sinon ce serait pas drôle. Donc, donc ça, c'est ce que je voulais vous donner sur le Human Design pour vous montrer à quel point cet outil est vraiment top pour travailler sur ça. Euh, alors, finalement, comment est-ce qu'on va faire pour travailler vers notre souveraineté? Premièrement, c'est décider. Alors, en Human Design, on appelle ça son autorité intérieure. C'est décider depuis qui on est. D'accord? Euh, le Human Design va vous permettre de savoir comment vous êtes câblé pour décider. Il y en a, ça va être une autorité sacrale, d'autres émotionnelles, d'autres peut-être pour Marie et Pauline, le terme, ça va peut-être être splénique. En fait, c'est comment votre corps vous indique qu'il faut aller dans une direction plutôt qu'une autre. Ce n'est jamais la tête qui décide. Je répète, ce n'est jamais la tête qui décide. Je crois que je vais répéter encore une fois, ce n'est jamais la tête qui décide. Jamais. La tête et l'intellect est là pour nous donner de la clarté. C'est notre corps qui décide après. Et ça, c'est un énorme travail pour nous. Encore plus, on nous a tellement dit qu'il fallait que on soit réfléchi, qu'il fallait qu'on prenne des décisions mesurées, posées, réfléchies, da. En fait, on s'est beaucoup construit dans notre tête. D'accord? Deuxième chose, c'est occuper son espace avec congruence. Ça veut dire quoi? Alors j'ai marqué fake it until you make it. En fait, c'est dur. On sait au début qu'on a le problème, mais on va pas effacer 50 ans de conditionnement, ou allez, ça c'est mon âge, mais on va pas effacer X années de conditionnement en claquant dans les doigts comme ça. Donc, c'est habiter qui on est, et puis petit à petit, on aligne petit à petit. Mais en tout cas, dans les espaces où on est en confiance, il faut le jouer. Troisième chose, c'est vraiment
le système de pair, ce que vous vivez au sein de la ruche, c'est s'entourer des personnes qui vous tirent vers le haut. Parce que vous allez réussir à être la personne que vous êtes si les autres vous voient déjà comme ça. Et moi, dans le système des pionnières, une des clés, c'est vraiment de travailler par miroir. Parce que vous voyez, là, on est déjà un petit groupe. Mais on sait que Marie et Pauline, elles ont ce don de voir ce que les autres ne voient pas. On sait qui sont des expertes dans leur domaine. On sait qui sont des multicréatrices, etc., etc. Et en fait, de mettre les gens, de voir les gens pour ce qu'ils sont, ça leur permet d'enfiler ce manteau, en fait, de qui ils sont. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, je vous dis, bon, voilà. La vraie décision, c'est la vraie décision qu'il faut que vous preniez, c'est, OK, qu'est-ce que votre bon élève a dit de faire, mais vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et puis, si ça, vous l'aviez déjà, qu'est-ce que ça vous permettrait de faire? Et enfin, quel est le bénéfice à ça? Vas-y, Pauline, dis-moi. Est-ce que peut-être tu pourrais, parce qu'on entend parler du coup du syndrome de la bonne élève, mais aussi le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler, est-ce que c'est Ouais. lié les deux ou quelle est la différence? Parce que souvent, Alors, ouais, en fait, souvent on en parle des deux syndromes entre guillemets pour les femmes. On en merci parle. beaucoup. En fait, le syndrome de l'imposteur prend certaines de ses sources dans la bonne élève, dans l'éducation. La bonne élève, en fait, est créée par l'éducation. L'éducation qu'on va recevoir quand on est enfant et quand on va nous dire sois sage, arrête de courir partout, ça ne se fait pas pour une fille d'être comme ça, etc., etc. En fait, à chaque fois qu'on va faire en sorte, enfin, on va croire que il faut être moins. C'est beaucoup plus ça pour les filles que pour les garçons, d'être calme, etc., etc. Même si, comme je disais, c'est de moins en moins genré. Euh, on va aussi avoir le fait de, quand je disais le syndrome de la bonne élève, c'est qu'il faut être la bonne élève pour sortir du lot. Donc il y a aussi cette recherche de l'excellence, enfin, d'être parfait, d'accord? Donc en fait, c'est très le syndrome de la bonne élève, se construit sur l'éducation. La conséquence de ça, ça va être le syndrome de l'imposteur. Parce que du coup, on va pas oser prendre sa place. On va toujours se sentir soit trop, soit pas assez. C'est plus clair? Oui, merci. Donc, euh, je vous propose juste de reprendre vos notes de tout à l'heure et d'écrire. OK, qu'est-ce qu'aujourd'hui, si sur ces sujets-là qui sont compliqués, la bonne élève, elle vous dit quoi, mais en fait, si vous vous écoutiez vraiment, vous feriez quoi? Alors, dans une situation en particulier, hein, il faut que vous la repreniez. Mais en tout cas, si vous êtes là aujourd'hui, encore une fois, c'est qu'il y a des choses qui grattent. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous ne faites pas parce que vous vous réfrénez? Et là, j'ai mis quelques exemples ici, là. Peut-être que c'est d'avoir des tarifs qui sont plus alignés. Ou peut-être que c'est de demander une augmentation. Peut-être que c'est de créer une opportunité. Il y a beaucoup de générateurs et de manifesting générateurs, hein. Peut-être c'est de créer une opportunité qui vous allume plus, c'est-à-dire qui crée la passion chez vous. Encore une fois, hein, pourquoi je fais ça? Parce que les manifesting générateurs et les générateurs fonctionnent sur la passion. Donc il faut rallumer cette passion, ce moteur. Euh, Ça peut être aussi vous dire, oulala, mais en fait, je vois que autour de moi, j'ai pas les bonnes personnes. Parce que je n'arrive pas à être vue comme je ressens, enfin, comme ce qu'il y a au fond de moi. Et enfin, incarner qui on est, c'est beaucoup plus simple dans un environnement qui va vous soutenir.
et qui va vous voir comme ça. Et c'est un entraînement. C'est un entraînement. Moi, dans le cercle des pionnières, il y a 2 coworking par semaine. Et je vois bien, au début, tout le monde se regarde comme ça. Déjà, le human design, on ne comprend pas trop ce que c'est, etc., etc. Au bout de 6 mois, ça n'a rien à voir, c'est plus les mêmes personnes. Donc, c'est un entraînement. Donc, là, la conférence, c'est ce que je vous propose. C'est une conférence euh, quelque part, qui vous challenge un peu, qui vous ouvre une porte. Euh, mais c'était ça qui était très important, c'est déjà nommer, parce qu'une fois qu'on a nommé, eh bien, on peut reprendre notre pouvoir, on peut décider, on peut se dire, bah, ça m'a servi pendant tant d'années, grâce à ça, j'ai fait tout ça parce que j'étais libre, parce que j'étais indépendante, parce que j'avais cette éducation, etc., etc. Et en même temps, eh bien, je vois bien que ça me sert un peu et que à cause de ça, je suis en train de filer mon pouvoir à l'extérieur. Euh, et là, maintenant, il y a une nouvelle clarté en vous. Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, vous pouvez continuer seul et pouvez continuer entouré. Seul, il y a plein, plein, plein de choses qui peuvent servir aujourd'hui, c'est très documenté. Il y a de plus en plus de femmes. Moi, je me suis formée au leadership féminin aux États-Unis avec Claire Zamit. J'ai beaucoup aimé son travail. Je me suis aussi formée avec Cassia Urbaniak aux États-Unis. Euh, je trouve qu'il y a quand même plus de choses outre-Atlantique sur tous ces sujets. Mais en tout cas, je vous invite à continuer, euh, à continuer ce travail. Et c'est aussi un travail d'introspection. Mais on avance plus lentement. Euh, Encore une fois, des infos, le syndrome de l'imposteur, tout ça, on en a des tonnes d'informations. Et c'est pas de ça, à mes yeux, dont on a besoin. Pour moi, on a besoin d'un environnement qui va faire qu'on va pouvoir passer de la théorie à l'incarnation. Parce que le deuxième mot important, après souveraineté, c'est incarner sa souveraineté, c'est incarner en fait. Il faut être cette personne. Il faut passer du faire quelque part à l'être. Et il faut arriver à cet état où on décide sans douter. Ça veut dire quoi décider sans douter? Ça veut dire laisser son corps décider et surtout pas sa tête. Parce qu'à partir du moment où on commence à avoir le petit vélo dans la tête, eh bien évidemment on doute. Mais si on laisse son corps décider, on doute pas. Ça veut dire se sentir légitime sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Et quand on est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on va attirer les choses à soi. Parce que si on prend notre place dans le puzzle de l'humanité, en fait, le monde, il n'est pas fait pour être difficile, hein. Normalement, les opportunités, elles arrivent devant vous, toutes seules. 70% des générateurs de la population, c'est des générateurs qui créent des opportunités. 70%. D'accord? Quand on est juste devant, enfin, quand on est bien aligné avec soi-même, les choses se passent. On rencontre par hasard les bonnes personnes. D'accord? Et tout arrive devant. Et ça, c'est quand on incarne tout simplement qui on est. Et après bah, cette conférence, j'espère que toutes vous allez vous dire, bon bah voilà, je suis venue à cette conférence parce qu'il y a des trucs qui grattent, mais je vais pas attendre que ça gratte. Et je vais faire quelque chose. Alors, je vais vous parler de la solution que moi j'ai proposée. Il y en a plein, plein d'autres. La ruche, d'ailleurs, en est une très sympa de ce que j'ai entendu aussi et de ce que j'ai découvert. Euh, Moi, j'ai décidé d'accompagner les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat avec on va dire, 3 solutions, un accompagnement individuel,
un réseau qui est un réseau business dans lequel on est vraiment là pour se donner du business. Et tout à l'heure, on avait une discussion avec Marie et Pauline sur l'IA. Et moi, bon, je vous ai dit aussi que j'étais ingénieure, je suis ingénieure en informatique. Et j'ai eu une entreprise d'IT pendant plus de 10 ans. Donc, je suis un petit peu dans ce domaine. Et je mets énormément d'outils au service des pionnières. Et donc, dans le réseau des pionnières, on mesure tout. Parce que pour moi, si on ne mesure pas, eh bien, on ne sait pas si l'investissement qu'on a un retour sur investissement. Et ça, c'est important pour moi aussi de dire, on arrête de bricoler. On se met vraiment dans la cour des gens qui réussissent. Et le cercle des pionnières, eh bien, c'est un espace, c'est un accompagnement d'un an. Donc, c'est que sur postulation, puisque, il y a énormément de choses qui sont proposées, du coworking, des espaces de développement, un accompagnement de 6 mois aussi pour déprogrammer ces conditionnements. Donc ça, c'est ce que moi j'ai construit. Et pourquoi j'ai construit ça? Parce que j'ai besoin d'avoir des pairs qui se comprennent, c'est-à-dire des femmes qui comprennent qui elles sont et comment les autres sont câblés. Parce que, encore une fois, on grandit parce qu'on comprend les autres et créer en fait ce cadre de transformation. Moi, je ne crois pas au truc 10, 20, 30 ans de conditionnement en claquant dans ses doigts. Si on veut que ça reste, il faut qu'on s'entraîne. Et donc, c'est pour ça que c'est un accompagnement d'un an pour qu'on puisse s'entraîner. Euh, alors, ce qui distingue le réseau des pionnières, bah, c'est que on va mettre aussi beaucoup la vulnérabilité comme une force. Et on va créer des liens finalement de par la connaissance de soi et des autres. euh, L'objectif, c'est de vraiment de dire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire on veut faire du business, mais on veut le faire aussi en donnant. Donc on donne et c'est comme ça qu'on reçoit. Et ensuite, on mesure pour pouvoir vraiment avancer. Donc voilà ce que moi j'ai construit. Voilà mes coordonnées. Si vous voulez qu'on aille, qu'on découvre ça ensemble. Et là, maintenant, bah, j'espère que vous avez des questions et que, ou même des feedbacks. Je serais très, très contente de recevoir vos questions et feedbacks.